Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Jean-Philippe de nous avoir invités dans cette belle ville et dans cette belle abbaye. En plus, à chaque fois, il se débrouille pour avoir le soleil, donc ça, c'est bien sympathique. Alors, on va peut-être avoir... Non. Si on peut avoir la diapo. Ça y est, d'accord. Donc effectivement, nous allons parler pour ce premier topo post-prandial, donc j'espère que vous n'êtes pas trop endormis, que vous avez bien mangé, mais que vous allez enfin vous réveiller, de l'ALR chez le nourrisson. Alors déjà, la première question, c'est pourquoi doit-on faire de l'anesthésie loco-régionale, d'une part en pédiatrie et bien sûr chez le nourrisson. Alors avant, je voulais juste savoir, qui c'est qui fait de l'ALR en pédiatrie? Vous pouvez répondre. Qui fait de l'ALR chez le nourrisson? Bon, bah, ceux qui ont levé le doigt ont maintenu le doigt, donc ça c'est très bien. Et puis on va voir pourquoi en fait on parle essentiellement du nourrisson. Donc pourquoi l'ALR? Bah, bien sûr, on sait, et ça c'est démontré par les études, que l'anesthésie loco-régionale procure une analgésie d'une part péropératoire et post-opératoire de qualité. Ça permet les diminutions des besoins en agents anesthésiques, de la diminution de la consommation morphinique péropératoire et aussi post-opératoire. Et finalement, quand on y réfléchit bien, on fait de l'OFA ou l'OLA, on va peut-être parler d'OLA, mais on arrive à faire de l'OFA depuis extrêmement longtemps en anesthésie pédiatrique. Donc c'est pas ce terme d'OFA et d'OLA en pédiatrie, elle date de plusieurs années grâce à l'anesthésie loco-régionale. Et je pense que ça c'est la pierre angulaire de l'OLA ou de l'OFA en anesthésie pédiatrique. Ça permet aussi la diminution de la réponse au stress et aussi, surtout, ça rentre dans le cadre de la RAC. On fait de la RAC en pédiatrie et c'est d'ailleurs, je pense, la population qui s'y prête le plus. Et l'anesthésie loco-régionale permet vraiment de récupérer une activité normale le plus précocement possible dès la salle de réveil, avec notamment, par exemple, une alimentation dès la salle de réveil. J'ai un petit bruit, un petit grincement en fond de... Ouais. Alors, pourquoi l'ALR, mais aussi pourquoi chez le nourrisson? Et en fait, probablement, et j'espère qu'après ce topo, je vais vous vraiment convaincre de faire de l'anesthésie loco-régionale en pédiatrie, en particulier chez le nourrisson, parce que finalement, quand on voit les données épidémiologiques en ALR, avec notamment cette base de données américaine, la PRAN, avec plus de 100 000 blocs, vous voyez que finalement, il y en a très peu d'ALR chez le nourrisson et chez les tout petits, par rapport notamment aux plus grands, à partir même de 1 an, 2 ans, 3 ans, néonates encore moins. Donc vraiment, c'est un sujet sur... je pense qu'il faut qu'on approfondisse et qu'on diffuse encore plus la pratique de l'anesthésie loco-régionale. Alors enfin, il faut quand même connaître quelques particularités pédiatriques, et notamment chez les nourrissons, et notamment chez les moins de 1 an. Et vous savez que l'enfant n'est pas un petit adulte, on déteste cette phrase en anesthésie pédiatrique. En fait, l'enfant est immature, les principaux organes, enfin quasiment tous les organes sont immatures. Il y a une immaturité du métabolisme hépatique qui fait que en fait, la clairance des anesthésiques locaux est réduite et la demi-vie augmentée, donc avec un risque d'accumulation. Le métabolisme des anesthésies locaux, puisqu'on va utiliser bien sûr des anesthésiques locaux, lévogir, donc il y a la ropie et la lévobupie. Et vous voyez que déjà il y a une différence aussi entre la ropivacaïne et la lévobupivacaïne en termes de cytochrome. Ils ne sont pas métabolisés par le même cytochrome. Et en fait, notamment chez les moins de 1 an, le cytochrome de la lévobupie est celui qui est le mature le plus tôt. Donc en théorie, chez les petits, qui sont à risque de toxicité systémique un peu plus important, il paraît logique d'utiliser plutôt la lévobupie par rapport à la ropie, mais c'est, on va dire, une théorie. Il y a quand même un risque de toxicité systémique, et pour rappel, vous savez, l'anesthésie loco-régionale, d'autant plus chez le nourrisson, est réalisée sous anesthésie générale, c'est une recommandation dans une RFE, dans les RFE d'experts. Attention, finalement, le premier signe de toxicité, ça va être cardiaque, puisqu'on n'a pas les signes neurologiques de toxicité systémique. Donc ça veut dire que s'il y a une toxicité, elle est déjà avec un risque de complications majeures. Donc le risque de toxicité systémique, il est plus important chez le nourrisson, donc ça, il faut bien le savoir, notamment pour quand on fait de l'administration en continu, quand on fait des réinjections. Donc attention aux posologies, et dans les RFE dont je vous ai parlé, là, qui alors certes datent un peu, 2009, et je pense qu'il va être temps de les réactualiser, vous voyez qu'en fonction de l'âge, en fonction du mois, les posologies sont différentes. Donc si vous voulez faire de l'anesthésie loco-régionale chez les nourrissons, il faut connaître ces posologies. Il existe également des particularités anatomiques, notamment pour les centres périmédulaires, des particularités au niveau du rachis, avec, vous voyez, en fait, à la naissance, une grande syphose. Il n'y a pas encore la lordose, puisqu'ils ne se tiennent pas debout, donc il n'y a pas la lordose lombaire. Donc, lorsqu'on fait des péridurales, l'inclinaison de l'aiguille est différente.
La ligne de Tuffier, attention, ce n'est pas la même chez l'adulte que chez l'enfant et que chez le nourrisson, qu'il soit en position couchée ou en position assise, notamment pour l'arraché-anesthésie. Le niveau de la moelle peut être différent, elle peut être abaissée de façon physiologique, anatomique. Chez le nouveau-né, elle descend en L3, donc encore une fois, attention lorsqu'on pratique l'anesthésie péridurale chez les tout-petits. Et également, le cul-de-sac dural, ça peut descendre au niveau de S4 ou S5 chez le nouveau-né. Alors, ce n'est pas systématique, et ça, c'est l'échographie qui nous a aidé à déterminer ce niveau du cul-de-sac. Donc, attention lorsqu'on fait une caudale avec le risque de brèche durmérienne. Le LCR a une particularité, sachant qu'on parlait avant d'un niveau, d'une quantité de LCR plus importante, mais là il y a une étude récente de Montpellier, publiée par Christelle Sola, qui montre que finalement, peut-être que le volume du LCR est identique chez les petits par rapport à l'enfant. L'espace péridural, il existe beaucoup de graisse péridurale et de veines péridurales, et c'est pour ça notamment que lorsqu'on fait une caudale, on injecte finalement très bas, et je vous rappelle que la caudale est une péridurale. On arrive à injecter par le cul-de-sac dural qui est au niveau sacré, à avoir finalement un niveau d'analgésie qui est très haut par rapport aux adultes. C'est grâce à cette graisse péridurale qui est très importante et qui nous permet une bonne diffusion de l'anesthésique locale. Alors quand on parle d'ALR, il faut bien sûr distinguer l'ALR périphérique de l'ALR centrale. Dans l'ALR périphérique, il y a surtout les blocs du tronc, c'est les principaux blocs qu'on utilise chez les tout-petits. Et dans l'ALR centrale, nous avons la caudale, l'arraché-anesthésie et la péridurale. Après, il va falloir aussi réfléchir en termes d'analgésie. Est-ce qu'on veut une analgésie péropératoire ou est-ce qu'on veut vraiment une analgésie post-opératoire? Lorsqu'on veut une analgésie plutôt péropératoire, on va utiliser les blocs du tronc, la caudale, l'arraché pour une chirurgie de courte durée. Mais lorsque pour des chirurgies lourdes, on va vouloir vraiment optimiser notre analgésie post-opératoire, à ce moment-là, on va devoir mettre un cathéter et ça va être plutôt des péridurales qu'on va utiliser. Alors, les péridurales, il y a un petit peu de données dans la littérature pédiatrique. À chaque fois, on vous dit les données dans la littérature pédiatrique, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Alors, ce n'est pas des grandes études contrôlées, randomisées, mais celles-ci montrent déjà la faisabilité de la péridurale chez les tout-petits. Ça, c'est déjà un premier pas. Une efficacité, peu ou pas de complications, on va les aborder. Quand même, la plupart montrent que la péridurale va nous permettre de diminuer la consommation de ces agents anesthésiques. Et vous savez que nos agents anesthésiques chez les tout-petits, il y a quand même des conséquences, notamment des conséquences hémodynamiques, avec peut-être aussi des conséquences neurologiques du fait d'une hypotension. Donc déjà, de diminuer la consommation des agents anesthésiques grâce à l'anesthésie loco-régionale, c'est déjà une première étape. Diminution de la durée de ventilation, et notamment en néonat, il y a quand même quelques études. Et avec finalement, quand on retrouve dans ces différentes études les indications, vous voyez que c'est des chirurgies abdominales ou thoraciques lourdes, c'est-à-dire avec une nécessité de l'analgésie post-opératoire importante, donc on souhaite, dans une population pédiatrique, on souhaite avoir une analgésie efficace de au moins 24-48 heures. Donc à ce moment-là, on va essayer de réaliser une péridurale avec la mise en place d'un cathéter. Alors le problème, probablement, pourquoi finalement la pratique de la péridurale, qu'elle soit d'ailleurs thoracique ou lombaire, n'est pas si réalisée que ça, notamment en France, c'est probablement les facteurs limitants, c'est la crainte des complications majeures. C'est vrai qu'on se dit une péridurale chez un tout petit, oh là là, s'il y a des complications, c'est terrible, et que effectivement, comme c'est un édito qui est en anglais, alors je suis désolée, je ne sais plus celui qui a écrit ça, quand on a une crainte d'une technique et que peut-être il y a d'autres techniques qui sont un petit peu moins à risque de complications, on va se dire je ne vais peut-être pas réaliser cette technique parce que trop à risque. Est-ce que la péridurale lombaire ou thoracique chez les petits est à risque? C'est une bonne question et on va le voir. Et notamment, je vais vous montrer deux études. Une étude qui commence déjà à dater, mais qui, je pense, est vraiment une étude référente et très intéressante. C'était fait en Angleterre, donc c'est l'étude à gauche de l'écran. Ils ont répertorié 10 000 péridurales chez l'enfant. Donc c'était chez l'enfant de 0 à 18 ans. Et vous voyez que sur finalement 10 000, seulement 56 incidents considérés comme potentiellement graves a été colligé. La moitié finalement était d'origine infectieuse, qui était en fonction de la durée du cathéter. Et puis il y avait une erreur humaine et finalement les facteurs de risque de complications qui ont été retrouvés dans cette étude étaient l'âge, les enfants de moins d'1 an et les péridurales thoraciques qui étaient les plus à risque par rapport aux péridurales lombaires. Vous allez me dire, oui, voilà, tu montres que finalement cette population des nourrissons, c'est déjà plus à risque. Après, un des résultats intéressants aussi, c'était finalement l'incidence de ces complications était en fonction de l'expérience. Et les centres qui pratiquaient le plus d'anesthésie péridurale,
avait le moins de complications. Et ça, c'est vrai pour toute l'anesthésie pédiatrique. Donc si vous avez réussi à acquérir cette expérience de la péridurale, les complications diminuent. Les autres études aussi, donc la PRAN dont je vous ai parlé, 100 000 blocs, finalement, l'incidence de complications périphériques était équivalente à l'incidence des complications des blocs centraux. Il y avait autant de complications pour les blocs centraux que les blocs périphériques. Il y avait surtout pas de séquelles. Il y avait une intoxication aux anesthésiques locaux. Et dans les autres études, notamment l'étude Apricot, juste une erreur de côté. Donc, alors certes, ça a répertorié toute la LR, périphérique et centrale, mais vous voyez, même si dans les blocs centraux, il n'y avait pas de complications graves, avec notamment pas de séquelles. Et une autre encore qui était publiée plus tôt que celle de 2018, donc celle en bas, il y avait seulement des complications techniques. Et finalement, une autre étude a été menée par la même équipe anglaise sur les complications des morphiniques chez les tout-petits. Et quand on regarde cette étude, l'incidence est exactement la même. 10 000 administrations d'opioïdes, 46 complications rapportées. C'est exactement la même incidence, ils ont comparé les deux. Et donc vous voyez que finalement, les morphiniques sont, ça dépend de quel point de vue on se met, mais peut-être aussi à risque que l'anesthésie péridurale. Donc quand vous décidez de faire de l'anesthésie loco-régionale péridurale centrale pour les tout-petits, il faut, parce que finalement au niveau technique, on ne va pas en parler, mais au niveau technique, c'est la même technique que pour les adultes avec la même sensation. Il faut bien sûr utiliser l'aiguille appropriée, la distance appropriée, mais après ensuite il faut assurer le post-opératoire. Et à ce moment-là, il faut définir le rôle de chacun, et on a chacun un rôle. Le médecin anesthésiste pour poser les bonnes indications, pour réaliser des protocoles, l'IAD pour qui rentre dans l'équipe douleur, et aussi surtout l'infirmière de service, c'est-à-dire c'est pour la surveillance post-opératoire. Vous ne pouvez pas mettre en place des péridurales chez les tout-petits ou même chez les plus grands en anesthésie pédiatrique sans former l'équipe paramédicale à la surveillance et la détection des complications, parce que sinon c'est là où on va avoir des problèmes. Donc il faut une organisation, il faut des protocoles, il faut réactualiser les protocoles, faire des formations, faire des protocoles écrits et aussi réactualiser et évaluer les pratiques. Alors, est-ce que, parce que maintenant on fait quand même de l'échographie pour quasiment tous les blocs, est-ce que l'échographie va nous permettre peut-être de plus pratiquer l'anesthésie péridurale chez les tout-petits en espérant diminuer les complications? Alors là, par contre, il y a vraiment très très peu d'études. Il n'y a pas d'études qui montrent que l'échographie permet de diminuer les complications. Mais cependant, un peu comme la caudale, on va le voir, l'échographie va nous permettre de diminuer déjà les contacts osseux, donc d'avoir un taux de succès plus rapide, notamment pour les plus d'1 an. Mais par contre, en termes de taux de succès, pour l'instant, la littérature ne nous montre pas que l'échographie va nous permettre un taux de succès identique entre la perte de résistance classique et l'échographie. Mais en tout cas, ça va nous permettre, qu'on peut le voir sur des images, alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec ce magnifique soleil, on va pouvoir mesurer la distance peau-espace péridurale. Alors il y a des ABAC édités par Dalens il y a plusieurs années qui sont très très bien faits, qui ont été validés aussi grâce à l'écho, qui nous permet en fonction du poids et de l'âge de l'enfant de dire à quelle distance va se trouver l'espace péridural. Si vous ne l'avez pas dans la poche, vous prenez votre appareil d'écho, vous faites les mesures et déjà ça vous permet d'apprécier la distance peau-espace péridural et de ne pas aller directement à 3-4 cm. On permet aussi, l'écho va permettre de nous voir le cathéter, si possible, de voir effectivement où se trouve le cathéter pour optimiser le niveau d'analgésie. Alors vous allez me dire, bah oui, mais péridurale, c'est vrai qu'on n'est pas très chaud, on a un petit peu de crainte, les gens ne sont pas formés, donc quid des autres blocs? Les autres blocs, est-ce que déjà c'est une alternative à la péridurale ou finalement c'est des blocs, il y a une indication pour les autres chirurgies, notamment les chirurgies mineures? Alors on a la chirurgie thoracique et on a la chirurgie abdominale. Pour la chirurgie thoracique, on va parler des blocs de diffusion. Et donc, les deux, je dirais que je citerai pour la chirurgie thoracique, c'est les érecteurs du rachis et le bloc paravertébral. Et pour la chirurgie abdominale, on a tous les blocs de diffusion, le TAP, le QLB, les érecteurs du rachis au niveau abdo. Et c'est là où apparaissent aussi les blocs centraux, qui sont la caudale et la rachianesthésie. Alors, pour les chirurgies thoraciques, c'est pas mal parce que finalement, on a ces deux blocs qui sont vraiment très intéressants. Le bloc paravertébral, donc à gauche, vous voyez, c'est vraiment une échographie de petit, parce que si vous voyez à droite de l'écran, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on devine la dure-mère. On ne voit pas bien, hein, c'est un peu trop clair. On ne voit rien du tout, en fait.
Bref, on a le bloc paravertébral avec l'injection, c'est comme chez l'adulte, il n'y a pas de spécificité pédiatrique à part finalement la profondeur et l'aiguille que vous devez utiliser. Le bloc paravertébral et le bloc des érecteurs du rachis au niveau du processus transverse. Les érecteurs du rachis, il y a quelques séries dans la littérature, donc des auteurs qui décrivent l'utilisation des érecteurs du rachis dans différentes chirurgies, qu'ils soient thoraciques ou abdominales, mais là c'est seulement des séries. Il n'y a pas d'études comparatives randomisées. Il y a juste une méta-analyse sur érecteur du rachis versus rien. Et là, encore une fois, c'est pas si évident que ça, et notamment sur les scores de douleur, il n'y a pas de différence. Par contre, sur la consommation d'analgésiques, que ce soit morphinique ou des antalgiques simples, l'érecteur du rachis fait mieux que rien, et encore une fois, ça montre qu'il faut faire l'anesthésie loco-régionale dès qu'on peut. D'ailleurs, c'est des recommandations d'experts. Dès que l'ALR est possible, il faut réaliser de l'anesthésie loco-régionale en pédiatrie. Là, c'était une étude assez intéressante là, qui est sortie, on va dire, plus que récemment. C'est sur l'utilisation des érecteurs du rachis en chirurgie cardiaque. Alors, c'est une chirurgie très particulière. Par exemple, moi, je ne fais pas de chirurgie cardiaque. Mais vous voyez, c'est l'utilisation dans une population particulièrement à risque, où là, ils utilisent l'anesthésie loco-régionale pour faire du fast-track. Et même, c'est de l'ultra-fast-track en chirurgie cardiaque. Donc, vous voyez l'importance de l'anesthésie loco-régionale pour la récupération chez les plus petits et même chez les patients les plus fragiles. Et là, cette étude montrait quand même une diminution des scores de douleur et une diminution de la consommation de morphinique. Et je vous rappelle, avec l'étude sur les morphines chez les enfants, que mettre de la morphine chez les enfants post-opératoires, c'est pas si anodin que ça, et il y a des risques de complications. Donc finalement, l'anesthésie loco-régionale, c'est mieux que rien. Faites de l'anesthésie loco-régionale. S'il y a une contre-indication à la péridurale, ou si vous n'avez pas encore assez d'expertise pour la péridurale, faites des paravertébraux. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le paravertébral parce qu'il y a la plèvre qui n'est pas très loin, vous n'avez pas forcément l'habitude, alors que faites de l'écho, faites du paravertébral chez les tout petits, les images sont magnifiques. Avec l'échographie, c'est très sécuritaire. Vous pouvez faire un érecteur du rachis. On peut mettre aussi des cathéters dans l'espace paravertébral ou même sur les érecteurs du rachis. Il y a des séries qui ont été montrées, notamment par Philippe Macaire, sur des cathés bilatéraux pour les érecteurs du rachis, pour les chirurgies cardiaques, et avec des résultats très intéressants. Alors, pour les chirurgies abdominales, encore une fois, il faut distinguer plusieurs blocs. On a les blocs de diffusion, TAP, j'ai mis un S, vous savez pourquoi, QLB, BIH ou gaine des grands droits, versus les blocs centraux. Dans les blocs centraux, caudal et rachis. Et finalement, l'indication des deux va peut-être aussi être en fonction de la durée de la chirurgie, puisque maintenant les études ont bien montré que notamment le TAP, le QLB, enfin surtout plutôt le QLB, entraîne une analgésie post-opératoire plus longue que les blocs centraux, notamment avec la caudale. Je ne parle pas d'adjuvant, donc là c'est aussi on peut en discuter à la fin du topo. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut choisir entre blocs de diffusion et blocs centraux. Je vous conseille vraiment, alors c'est de l'adulte, mais de lire c'est pas une étude, c'est des experts qui se sont réunis pour essayer de mettre un petit peu le point sur ces différents blocs du tronc, notamment les blocs thoraciques. Dans cette multitude de blocs, on parle les serratus, le PEX 1, PEX 2, PEX 3, PEX 10, PEX 11, le TAP subcostal, etc. C'est très intéressant et ça permet vraiment de mettre les choses au point. Et notamment, vous voyez ici, on parle de QLB, vous savez qu'il y en a 3, on va revenir dessus. Et l'étape postérieure, donc le bloc transverse abdominal plane plutôt postérieur, finalement les experts ont décidé, du fait de l'anatomie et de la diffusion anesthésique locale, que c'est exactement le même bloc, et ils l'ont appelé d'ailleurs le QLB latéral. Donc vous voyez, c'est important, c'est ça, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand on fait de l'ALR, il faut revenir à l'anatomie, et c'est très important de savoir où se passent les nerfs et où diffuse l'anesthésique locale. Et notamment en termes d'anatomie, il faut se rappeler que notamment les nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastriques, qui sont des bronches de L1, ne passent pas au niveau, si on prend par exemple le TAP classique sur la ligne médio-axillaire, régulièrement, ces nerfs-là ne sont pas pris parce qu'ils ne passent pas dans ce plan transverse. Et c'est pour ça que les études ont montré que le BIH était supérieur au TAP sur la ligne médio-axillaire pour notamment les chirurgies inguinales et que probablement, et ça c'est un petit peu mon avis personnel, pour l'instant il n'y a pas de données, il faut oublier ce TAP sur la ligne médio-axillaire et plutôt
réaliser une injection la plus postérieure possible, avec vraiment une efficacité augmentée par rapport aux tapes sur la ligne médio-axillaire. Et ça, c'est une question d'histoire et d'anatomie, donc je vous invite à vraiment revoir l'anatomie. Donc tape postérieure, et vous voyez que dans cette étude, ils ont montré que justement L1 était pris dans 100% des cas, contrairement aux tapes sur la ligne médio-axillaire. Et puis ces blocs carrés des lombes qui, avant on les appelait, vous savez, carrés des lombes 1, 2, 3, et maintenant la nouvelle nomenclature, c'est plus 1, 2, 3, c'est latéral, postérieur ou antérieur, en fonction du site d'injection de l'anesthésique locale. C'est des blocs intéressants. Alors, je sais pas, non, c'était pas une vidéo. En tout cas, qu'il faut savoir réaliser et qu'on peut comparer au bloc ilio-inguinal ilio-hypogastrique. Je pense que vous le connaissez. Hein, c'est un bloc, on va dire un petit peu historique, qui nous a, avec l'écho, qui nous a apporté quand même des précisions sur le site d'injection et qui est souvent indiqué pour tout ce qui est chirurgie du canal inguinal. Et dernièrement, là, il y a une étude récente qui est sortie dans RAPM qui a fait une petite méta-analyse des différents blocs. Ils ont pris l'exemple des chirurgies avec orchidopexie, c'est-à-dire une fixation testiculaire avec donc une incision scrotale, ou des chirurgies sans orchidopexie, donc tout ce qui est chirurgie, notamment hernie inguinale ou hydrocèle. Et dans cette étude, ils ont montré que finalement, c'était la caudale, quand il y avait une orchidopexie, qui était plus efficace, et notamment dans l'analgésie post-opératoire, alors que dans les chirurgies où il n'y avait pas d'orchidopexie, et vous voyez ce qui arrive en tête, c'est le QLB, et ensuite vient le bloc ilio-inguinal ilio-hypogastrique, et ensuite le TAP bloc. Donc vous voyez qu'il faut aussi connaître en fonction de la chirurgie, il faut bien connaître les différents blocs avec leurs indications et leur notamment efficacité en post-opératoire. Un petit mot quand même sur le bloc de la gaine des grands droits. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous faites. J'aime bien ce bloc parce qu'il est assez précis. C'est un bloc distal. Hein, ça va bloquer les nerfs de T10 avec une région bloquée qui est la région ombilicale. Donc les préférentes indications chez le nourrisson, c'est la hernie ombilicale ou la sténose hypertrophique du pylore. Donc sous écho, c'est très bien. La seule chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre entre le lieu d'injection. Je ne sais pas si vous voyez ici, hein, vous voyez l'aiguille. Donc c'est sur la face postérieure des muscles de grand droit. Hein, on va soulever ce muscle grand droit. Et le problème, c'est quand on va un petit peu trop loin, il y a tout de suite le péritoine. Donc c'est vraiment un bloc qu'il faut réaliser sous échographie. Quand on a un petit peu l'habitude de l'échographie, ça permet quand même de réaliser ce bloc en toute sécurité. Mais en tout cas, c'est un bloc extrêmement efficace, notamment pour ce genre de chirurgie. Je vous rappelle que la sténose hypertrophique du pylore, on évite de mettre des morphiniques, puisqu'il peut y avoir ensuite des sédations, des apnées post-opératoires. En une diapo, j'ai essayé de parler de caudale et de rachis, après on pourra en discuter. C'est un peu compliqué en une diapo. C'est aussi une question d'école. Vous savez que la discussion caudale-rachis, c'est surtout valable pour les hernies inguinales chez l'ancien Prémar. Il y a des écoles, des centres qui font plutôt des rachis, des centres qui font plutôt des caudales. Il y a du pour et des contre pour les deux. Alors, je ne suis peut-être pas tout à fait objectif parce que moi, j'ai toujours fait des caudales et j'ai d'ailleurs jamais fait de rachis, donc j'ai une part d'objectivité peut-être un petit peu limitée. Mais quand on reprend la littérature, donc ces blocs centraux, hein, parce que la caudale est une péridurale, la rachis est un bloc central. L'indication principale, c'est quand bien sûr la chirurgie est bilatérale. Sinon, on va faire, si possible, un bloc périphérique. En termes de taux de succès, dans la littérature, la caudale est quand même il y a plus de succès avec la caudale qu'avec la rachis. La GAST study, là, qui était une très belle étude, initialement, l'objectif principal, c'était sur les troubles de développement, neurodéveloppement après une anesthésie, mais ils ont réussi à tirer aussi des résultats très intéressants. Et ils ont montré quand même une incidence, un taux d'échec qui était autour quand même entre 10 et 15%. Pour moi, une technique avec autant d'échecs, c'est vraiment à discuter. Alors après, avec l'expérience, avec notamment, il y a certaines villes qui en font que des rachis, le taux d'échec, il baisse, mais c'est une technique qui n'est pas si facile que ça. L'apport de l'écho, c'est nettement plus valable pour la caudale que par rapport à la rachis. La caudale, on peut faire une caudale sous écho, on fait de l'écho guidage, alors que pour la rachis, on peut faire de l'écho repérage pour voir dans quel espace interépineux on peut piquer, mais sinon on ne va pas faire la rachis sous écho. Par contre,
là la Gastudie aussi l'a montré, il y a plus d'hypotension avec la caudale parce qu'en fait on fait du sévo avec, on fait caudale plus sévo, donc il y a un petit peu plus d'hypotension dans le groupe caudale versus le groupe rachis, sachant que même sous rachis, il peut y avoir une diminution de la pression artérielle moyenne. Et puis, la rachis, ça peut être justement une alternative à l'anesthésie générale, c'est-à-dire que quand on a des voies aériennes qui risquent d'être difficiles ou avec un estomac plein, ça peut se discuter de préférer la rachis pour justement éviter une anesthésie générale. Mais tout ça, c'est finalement en fonction de la durée de la chirurgie et aussi de l'expérience et aussi des chirurgiens, et notamment, ça c'est valable pour les hernies inguinales de l'ancien préma. Si vous avez un chirurgien qui est un petit peu lent, je suis désolée, il y en a, Briac, la rachis, ça peut être très juste parce que ça dure à peu près moins de 60 minutes alors que la caudale est un peu plus longue. Donc vous voyez, tout ça, il faut connaître ses particularités pour choisir, en fait, pour poser la bonne indication de la bonne anesthésie loco-régionale. Donc l'apport de l'écho, beaucoup plus pour la caudale, avec notamment une amélioration du taux de succès et aussi notamment pour la formation à l'écho. Alors pareil, vous ne voyez pas, en gros, donc ici vous avez les épineuses. La ligne blanche hyperéchogène, c'est la dure mère postérieure. Ici, vous avez votre cul-de-sac dural, tout en noir. Et en fait, donc ça, bien sûr, je suis désolée de dire, c'est un interne qui l'a piqué. Ma responsabilité, c'est de ne pas avoir palpé les repères avec lui. Il a piqué beaucoup trop haut. Heureusement, c'était sous écho, parce que vous voyez, on n'a pas piqué au niveau du hiatus sacré, mais on a fait en fait une péridurale lombaire avec une aiguille qui est juste avant la dure mère. Donc si on avait cathétérisé, on avait une brèche durmérienne. Donc vraiment, l'écho permet probablement de diminuer les complications mineures que sont les brèches durmériennes ou la toxicité. Par contre, en rachis, il n'y a encore pas assez de données pour dire l'écho permet d'améliorer le taux de succès de la rachis. Comme je fais de la caudale, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer quand même justement ces belles images d'écho. Donc vous avez les corps vertébraux vers le bas de l'écran, les épineuses, mon aiguille qui est au niveau du canal sacré. Le canal sacré est en continuité directe avec l'espace péridural. Vous voyez que je suis en bonne position, je ne suis pas en sous-cutané, je ne suis pas trop antérieure. Donc là, je sais que je suis en place. J'injecte ma dose test pour savoir si je vois bien ma dose test. Et d'ailleurs, les recommandations européennes, parce que vous savez, normalement, pour les blocs centraux, il faut faire une dose test. D'accord. Et en fait, les recos européennes disent que maintenant, si on fait une caudale sous écho, c'est laisser la discrétion de l'anesthésiste, parce que finalement, sous écho, je vais voir la diffusion anesthésique locale. Si je ne le vois pas, je peux être en intravasculaire, donc on peut peut-être se passer la dose test sous échographie. Et ensuite, on va pouvoir voir l'image qui va me dire, je suis sûr, je suis dans le bon espace, et ma caudale va être une réussite à 100%. Donc la ligne hyperéchogène, c'est en haut. La dure mère postérieure, je vous ai entendu. D'accord? Et donc le signe spécifique qui va me dire ma caudale va être un succès, vous allez voir, c'est cet abaissement de la dure mère, d'accord, vers le bas. Donc c'est le déplacement antérieur de la dure mère postérieure. Donc on ouvre cet espace péridural, donc je suis bien dans l'espace péridural, donc ma caudale va marcher. Ce qui est souvent quand même rassurant, notamment pour les patients les plus fragiles. Donc en conclusion, faites de l'anesthésie loco-régionale, ça marche, c'est efficace. On fait de l'OLA, de l'OFA. Alors, le mardi 9 mai, il va y avoir une controverse sur l'actu TV SFAR sur l'OFA, justement, en anesthésie pédiatrique. Donc je pense que quand même, enfin j'espère, un des messages va être qu'il faut faire de l'OLA, probablement, bien sûr, et que l'anesthésie loco-régionale permet de faire ça. On fait de l'OLA et de l'OFA depuis des années et des années. Quand on fait une caudale pour une hernie, on ne fait absolument aucun morphinique. Quand on fait des blocs de la paroi abdominale, on ne fait pas de morphinique. Donc on fait de l'OFA. Ça permet la réhabilitation précoce, et ça marche très bien, c'est très important en pédiatrie. Bien sûr, c'est en fonction de la pratique, en fonction de l'expérience. Donc formez-vous, allez dans des centres qui font beaucoup d'anesthésie loco-régionale. N'oubliez pas de former toute l'équipe paramédicale, les IA, les infirmières de salle de réveil, les infirmières de service. Et bien sûr, c'est à vous de connaître l'anatomie, de connaître la diffusion de l'anesthésique locale pour poser les bonnes indications en fonction de la chirurgie. Voilà, je vous remercie, j'espère que je vous ai convaincu